2 jours avant Noël, le corps affreusement mutilé d'une jeune femme est retrouvé sur un petit chemin au pied d'une maison de pêcheurs isolée sur la côte irlandaise. Cette jeune femme, c'est Sophie Toscan du Plantier. J'ai juste remarqué son bras qui était dénudé. Mais jamais je n'aurais cru que c'était Sophie. Sophie Toscan du Plantier était jeune, jolie et depuis quelques années très riche. Elle avait épousé le plus célèbre producteur de cinéma français, Daniel Toscan du Plantier. Palme d'or au Festival de Cannes 1987 pour l'un de ses nombreux chefs-d'œuvre, cet aristocrate de 18 ans, son aîné, ami des stars, était une figure incontournable du 7e art. En quelques années, c'est dans ce monde de rêves et de paillettes que Sophie est propulsée. Elle était célèbre, elle était riche, elle était très belle. Vous avez tous les ingrédients d'un bon thriller. La frêle jeune femme a été rouée de coups et frappée à la tête avec un objet contondant. L'assassin l'a achevée en lui écrasant le visage avec un bloc de béton. Qui pouvait en vouloir à ce point à Sophie Toscan du Plantier? C'est sûr, c'est quelque chose qui l'a suivi depuis la France. La jeune femme aurait-elle fait une mauvaise rencontre? Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était encore en vie aux alentours de minuit. Après, c'est le mystère. 2 mois après le drame, un homme devient le suspect numéro 1. C'est Yann Bailey, un journaliste anglais. À plusieurs reprises, il y a eu des incidents où il s'est mal comporté avec sa copine. Elle a parfois dû appeler la police. Yann Bailey est-il vraiment l'assassin de Sophie Toscan du Plantier? Retour sur l'un des plus grands mystères de ces 15 dernières années. Sophie Toscan du Plantier ou l'histoire d'un crime parfait. Seule, dans sa maison de vacances en cette avant-veille de Noël 1996, Sophie Toscan du Plantier, l'épouse du plus célèbre producteur de cinéma français, vient de s'endormir à l'étage. Il est 2h30 du matin, ce 23 décembre. Mais avec la pleine lune, il fait comme en plein jour, à Tourmore, en Irlande. Soudain, un bruit au rez-de-chaussée réveille la jeune femme en sursaut. Elle se lève, descend et enfile ses chaussures au pied de l'escalier. Sûrement la voisine ou quelqu'un qui cherche son chemin. Rien d'étonnant dans ce coin perdu. Ici, personne ne penserait à fermer sa porte à clé et les fenêtres n'ont pas de volets. Sans hésiter, elle ouvre la porte. Aussitôt, elle reçoit un coup au visage qui la fait saigner et l'aveugle à moitié. Paniquée, elle s'enfuit dans la nuit, par le terrain en friche, à l'avant de la maison. Elle s'écorche dans les ronces, se prend les cheveux dans les arbustes, talonnée par son agresseur. En bas, la barrière d'accès à la propriété est fermée. Elle est prise au piège. Déchaîné, son assaillant lui casse les 2 bras avant de lui écraser le visage avec un bloc de béton. Un carnage d'une sauvagerie insensée. Partie droite du front enfoncée jusqu'à l'oreille. Fracture du crâne et de la main gauche. Doigts des 2 mains cassés. Beaucoup de sang sur l'abdomen, le bras gauche et la hanche droite. Le lendemain matin, c'est Shirley Foster, la voisine, qui va faire la macabre découverte. Comme d'habitude, elle descend les poubelles par le petit chemin mitoyen. Mais arrivée au portail, une forme au sol attire son attention. C'est seulement à ce niveau-là que j'ai vu le corps. Le portail était ouvert exactement comme aujourd'hui. Elle était allongée là, avec la tête ici et les pieds par là. J'ai d'abord cru qu'on me faisait une farce, que c'était une poupée gonflable. Mais en reprenant ses esprits, Shirley comprend qu'il s'agit d'un cadavre. Je n'ai pas fait vraiment attention à son visage. J'ai juste remarqué son bras, qui était dénudé, et son épaule, couverte de sang. J'étais loin de penser que c'était Sophie. Jamais je n'aurais cru que c'était elle. Ici, tout le monde connaît Sophie. À 39 ans, l'épouse de Daniel Toscan du Plantier partage sa vie entre les mondanités, comme ici au Festival de Cannes,
où là, aux côtés d'Alain Delon, est la quiétude des paysages irlandais. Son mari est l'un des producteurs de cinéma les plus influents du XXe siècle. Son succès se confirme aussi auprès des femmes. Il a déjà 3 enfants de 2 précédents mariages lorsqu'en 1988, il séduit Sophie, de 18 ans sa cadette. Loin des strass de la Côte d'Azur, c'est à Tourmort, le lieu de villégiature de la jet-set européenne en quête de discrétion et de tranquillité, que la jeune femme aime venir se ressourcer. Il y a 5 ans, elle a acquis cette maison de pêcheurs isolée qui domine la mer Celtique. Là où ce matin du 23 décembre 1996, son corps a été retrouvé. La nouvelle arrive en France le soir même. Les parents de Sophie l'apprennent par le journal télévisé. C'est son mari, Daniel Toscan du Plantier, qui, grâce à ses relations, obtiendra confirmation de la nouvelle tard dans la nuit. Bien sûr, ça nous a complètement chavirés, je sais pas, enfin bon, on savait plus trop où on en était, c'était quelque chose de terrible qu'on peut pas... elle était couchée sur le dos, elle a certainement vu quand il a pris cette masse de béton qui lui a écrasé le visage. Alors je dis que ça c'est une mort atroce. C'est une mort atroce. Et c'est ça aussi que je vois souvent le soir. Que s'est-il passé cette nuit du 22 décembre 1996, dans cette région reculée d'Irlande? Pourquoi cette jeune maman discrète et sans histoire a-t-elle été sauvagement assassinée? Qui se cache derrière un acte aussi barbare? Sophie Toscan du Plantier, la femme du célèbre producteur de cinéma, arrive en Irlande le 20 décembre 1996. Nous sommes 2 jours avant son assassinat. Que s'est-il passé dans les heures qui ont précédé ce drame? Comme en témoignent ces images de vidéosurveillance, Sophie Toscan du Plantier débarque seule à l'aéroport de Cork. Comme toujours, elle a réservé une voiture de location. En chemin, elle marque un arrêt à Schull, le village voisin, pour y faire quelques courses. Des olives et du champagne. Elle commande aussi un exemplaire du Monde chez le marchand de journaux. Elle compte passer plusieurs jours ici. Elle a dit à ses proches qu'elle avait un documentaire pour Arte à terminer. Quand elle avait un projet quelconque d'écrire, il fallait qu'elle soit tranquille. Donc elle aimait la solitude quand même. On ne sait rien de son emploi du temps du lendemain samedi, si ce n'est qu'elle fait un complément de course, toujours à Schull. Le dimanche 22 décembre, vers 13 h, elle sort faire une longue promenade à Mizenhead, à l'extrême pointe de l'île où elle rend visite à un couple d'amis. Puis, sur le chemin du retour, elle s'arrête dans un pub de Crockhaven, où elle a ses habitudes. Billy O'Sullivan, le patron, est la dernière personne à avoir vu Sophie en vie. Elle s'est assise là, comme d'habitude. Elle a pris un thé et on a un peu papoté. Je me souviens lui avoir demandé ce soir-là si elle serait des nôtres pour notre petit pot de fin d'année. On prépare toujours quelques sandwichs pour les gens du village. Et je crois qu'elle m'a dit qu'elle rentrait en France pour Noël, mais qu'elle n'était pas sûre. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai cru comprendre qu'elle attendait un coup de fil pour se décider. Mais bon, vous ne faites pas toujours attention à ce genre de détails. Évidemment, on ne pouvait pas deviner ce qui allait arriver. Le soir même, Sophie appelle sa femme de ménage. C'est décidé, elle rentrera finalement dès que possible. Pourquoi ce revirement, alors qu'elle vient tout juste d'arriver? A-t-elle reçu ce mystérieux coup de fil? On ne le saura probablement jamais. À cette époque, en Irlande, les relevés téléphoniques n'existent pas. On sait juste qu'à 19 h, elle parle à son amie Agnès Thomas. Puis, vers 23 h 30,
à son mari, Daniel Toscan du Plantier, à qui elle annonce qu'elle a trouvé un vol pour Toulouse le lendemain 24 décembre. Ce sera son dernier signe de vie. Le déroulement de cette soirée, Barry Roche l'a retourné maintes fois dans sa tête. Depuis 14 ans, ce journaliste est considéré comme le spécialiste de l'affaire Toscan du Plantier. Ce dont on est sûr, c'est qu'elle était encore en vie aux alentours de minuit. Après, c'est le mystère. Seule, dans sa maison isolée, à qui Sophie Toscan du Plantier a-t-elle ouvert sa porte? La jeune femme attendait-elle quelqu'un? Avait-elle un rendez-vous prévu qui aurait mal tourné? Qui a bien pu assassiner sauvagement, en pleine nuit, Sophie Toscan du Plantier? En Irlande, le meurtre de Sophie Toscan du Plantier devient l'affaire criminelle la plus mystérieuse de ces 15 dernières années. Une énigme qui fascine, aujourd'hui encore, le commissaire de police de l'époque, Dermot Dwyer. Pendant plus de 10 ans, c'est lui qui a dirigé les investigations. La victime était célèbre, probablement riche, très belle, et il y a peut-être une histoire de sexe derrière tout ça. C'était aussi le premier crime dans cette région d'Irlande depuis environ 100 ans. Tous les ingrédients d'un bon thriller. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enquête commence mal. La police a mis des siècles à arriver. Au bout d'une demi-heure, ils nous ont rappelés pour nous demander où on était exactement. Ils ne nous trouvaient pas. Puis ils l'ont couverte avec une bâche, mais elle est bien restée là jusqu'au lendemain soir. Car tout le monde attend John Harbison, l'unique médecin légiste du pays. Il mettra près de 72 heures à arriver, trop occupé sans doute par les préparatifs de Noël. Mais pour le commissaire chargé de l'enquête, ce n'est qu'un détail. On a beaucoup jasé sur le retard du médecin légiste. Mais elle était déjà morte à 10h30. Son corps était froid. Il a pu déterminer une heure de décès approximative. Ça n'a rien changé à l'enquête. Nous avons travaillé sur des bases très professionnelles. Pourtant, c'est bien à main nue, comme en témoignent ces images de l'époque, que les enquêteurs ratissent les lieux, à la recherche du moindre indice. En vain. L'arme du crime reste introuvable. L'assassin n'a rien laissé. De nombreuses erreurs ont été commises, notamment par les policiers eux-mêmes qui ont saccagé la scène de crime sans prendre aucune précaution. Du coup, ils n'ont trouvé aucune preuve, aucune trace d'ADN. Dès le lendemain du drame, les langues se délient. Qu'est venue faire une femme mariée, seule, en Irlande, à quelques jours de Noël? Travailler? Mais dans ce cas, pourquoi n'a-t-elle pas emporté son ordinateur? Les policiers se demandent si la Française n'avait pas plutôt prévu d'y retrouver quelqu'un. Car plusieurs indices les intriguent. Il y a d'abord 2 verres lavés posés sur l'évier. Et sur la table de la cuisine, une bouteille de champagne intacte. Celle achetée 2 jours plus tôt au supermarché. Mais il y a surtout dans le salon 2 fauteuils installés face à face près d'un radiateur. Pour la mère de Sophie, tout ceci n'est que pure élucubration. L'histoire des 2 chaises, moi je dis ça, alors là vraiment, elle faisait exactement comme mon père. Quand il faisait froid, mon père s'asseyait sur une chaise, à côté du radiateur, il mettait une autre chaise, il mettait ses pieds. Et il lisait quoi. Elle a toujours fait ça. D'ailleurs, la maison ne recèle pas le moindre signe d'une présence étrangère. Il n'y a aucune trace de lutte et rien n'a été volé. Par terre, c'est de l'ardoise. Alors tout marque, hein. Surtout s'il y a de la boue ou quelque chose comme ça, tout marque. Et là, il y avait effectivement des marques, mais ce n'était que des marques de Sophie. Donc ça voulait dire qu'en principe, personne n'était rentré. On n'invite pas les gens chez soi à 2 heures du matin dans un tel coin. C'est pas dans les habitudes. Des rumeurs accréditent malgré tout aux yeux des enquêteurs la thèse de la rencontre amoureuse. Depuis quelque temps, Sophie et son mari ne seraient plus sur la même longueur d'onde. Et le fait que le producteur, très attendu par la police, ne se déplace même pas à la nouvelle du drame est interprété dans la population comme une attitude suspecte. Mais il y a une histoire ici que c'était
le mari de Sophie en France, qui a envoyé quelqu'un ici pour faire ça? Je ne sais pas. Mais le mystère continue. Parmi ceux qui penchent pour cette hypothèse, Léo Bolger, l'homme à tout faire de Sophie. Une fenêtre à changer, un radiateur à réparer, c'est toujours à lui qu'elle faisait appel. C'est sûr, c'est quelque chose qui l'a suivi depuis la France. Ça ne peut pas être un Anglais ni quelqu'un du coin. Ces choses-là n'arrivent pas ici. Surtout qu'elle ne fréquentait quasiment personne. Elle ne s'était pas vraiment intégrée. Cette piste, le commissaire principal de la police de Bandon, Dermot Dwyer, n'y croit pas une seconde. Daniel Toscan du Plantier ne sera d'ailleurs jamais interrogé. Ça aurait été très compliqué pour quelqu'un venant de Paris d'arriver jusqu'ici sans se faire remarquer. Il serait vu à l'hôtel, en voiture. Bien sûr, en tant que force de police, nous avons envisagé toutes les hypothèses. Pensez-vous qu'il y ait une chance pour que son mari ait commandité quelqu'un sur place? Pour moi, aucune. Sans ADN, sans armes, sans indices ni mobile, un mois après le crime, la police irlandaise ne tient pas le moindre début de piste. Et pourtant, quelques semaines plus tard, un homme va devenir le suspect numéro 1. Qui est cet individu? Comment les enquêteurs vont-ils arriver jusqu'à lui? Pourquoi sont-ils persuadés de tenir enfin l'assassin? Sophie Toscan du Plantier est enterrée en France dans l'intimité. En Irlande, les investigations sont au point mort. Quand un mois plus tard, coup de théâtre, un témoignage inattendu va relancer l'enquête. Celui d'une commerçante de Schull, Marie Farrell. Elle est formelle. Le meurtrier n'est autre que le correspondant du journal local, un certain Yann Bailey. Pour la police, comme pour l'avocat de la famille de Sophie, enfin l'enquête est relancée. Il y a eu un élément majeur à un moment donné, c'est qu'une personne a témoigné avoir vu Yann Bailey vers 3 heures du matin sur le pont Kelfada, c'est-à-dire à quelques 2 kilomètres de chez Sophie Toscan du Plantier en allant vers la mer, et l'avoir vu en pleine nuit, donc la nuit du crime. Le fait que Bailey ait été vu sur les lieux, quasiment sur les lieux, faisait de lui un suspect potentiel important. Et ce soir-là, justement, l'homme n'a pas d'alibi. Il avoue même s'être levé en pleine nuit pour finir d'écrire un article. Pour les enquêteurs, il a très bien pu en profiter pour se rendre chez Sophie, à moins de 5 kilomètres de son domicile. Seulement voilà, Marie Farrell n'est pas très précise. Ce qui est étrange, c'est que dans sa première déclaration, elle a décrit l'homme comme étant de la taille de son mari, environ 1m77, alors que Bailey mesure au moins 1m92. Nous avons voulu vérifier par nous-mêmes la fiabilité de ce témoin. Nous avons fait le test de rouler en pleine nuit sur le pont en question. À 20 à l'heure seulement, et en plein phare, difficile de reconnaître quelqu'un. Nous avons demandé à Léo Bolger, l'homme à tout faire de Sophie, ce qu'il pensait de cette histoire. Je tiens à ne parler que ce dont j'ai été témoin. Et Marie Farrell, je la connais et je m'en méfie comme de la peste. Je la connais assez pour la tenir à distance. Tout ce qu'elle dit est à prendre avec des pincettes. Les enquêteurs prennent pourtant très au sérieux les allégations de Marie Farrell contre Yann Bailey. Le 10 février 1997, près de 2 mois après le crime, le journaliste est interpellé. D'autant qu'un autre témoignage va encore l'accabler. Celui de la voisine cette fois. Souvenez-vous, Shirley. C'est elle qui a découvert le corps de Sophie. Le même jour, en tout début d'après-midi, elle affirme avoir vu Yann Bailey sur les lieux du crime. Or, à ce moment-là, personne d'autre qu'elle et la police ne sont au courant.
Je l'ai croisé avec sa compagne Jules. Ils venaient dans ma direction. Ils étaient en voiture sur la route là-bas, à mi-chemin, avant la montée. Ils ne pouvaient donc pas voir ce qui se passait. Et je leur ai dit, si j'étais vous, j'irais pas plus loin. La police a bouclé tout le périmètre. Oui, oui, je suis au courant, il m'a répondu. Selon elle, Yann Bailey en saurait donc trop pour être étranger à l'affaire. Ce que Shirley ignore lorsqu'elle aperçoit le journaliste vers 14 h, c'est qu'il est envoyé par un de ses confrères depuis le siège de son journal à Cork. Bailey aurait reçu un appel d'Eddie Cassidy vers 13h20, lui annonçant que quelqu'un avait été tué. Mais les enquêteurs persistent et ils ne vont pas tarder à ajouter un nouvel élément à leur dossier. Pour eux, Yann Bailey en sait trop sur Sophie Toscan du Plantier pour être étranger à l'affaire. Ces articles regorgent de détails que seuls les proches ou l'intéressée elle-même pouvaient connaître. À 14 h, lorsqu'il rencontre Shirley sur le chemin, le cordon de sécurité est déjà en place et l'empêche d'aller plus loin. Comment peut-il alors savoir, par exemple, qu'il y a cette bouteille de champagne posée sur la table de la cuisine, si ce n'est pas lui-même qui l'a apportée? C'est Léo Bolger qui va nous en donner l'explication. Je venais nourrir mes chevaux et apporter de l'allume-feu à Shirley et son mari qui étaient bloqués chez eux. J'étais en train d'expliquer tout ça à la police lorsque j'ai vu Yann Bailey avec d'autres journalistes bloqués derrière le cordon de sécurité. Quand il a vu qu'on me laissait passer, il s'est approché de moi et m'a demandé s'il pouvait en profiter pour m'accompagner. On a chacun pris un paquet et on est monté. En passant devant la maison de Sophie, le journaliste a donc très bien pu apercevoir la bouteille par la fenêtre. Convaincus de tenir leur coupable, les enquêteurs s'intéressent maintenant à sa personnalité. Et ils vont apprendre une information majeure. Yann Bailey n'est pas un des leurs. Il est anglais. Alors forcément ici, ça fait jaser. Il est bizarre, oui. Pour moi, il est bizarre. Quand il est de pleine lune, il sort dans le champ, il commence à chanter, comme ça. Vous avez vu ça? Non, non, non. J'ai attendu ça. On a entendu des choses sur sa vie conjugale, comme quoi il battrait sa copine. Mais bon, c'est délicat. Il aime la boisson. Il a l'alcool mauvais. À plusieurs reprises, il y a eu des incidents où il s'est mal comporté avec sa copine. Et plusieurs fois, elle a appelé la police. C'est difficile parce que bon, il y a un côté, on se dit, oh, oui, c'est peut-être bien lui parce qu'on savait qu'il frappait sa femme, son amie. Que dire d'autre quand il n'y a pas vraiment de preuves? Les preuves, les enquêteurs sont persuadés de les tenir enfin. Lorsque plusieurs jours après le crime, en interrogeant de nouveau Yann Bailey, ils constatent des éraflures sur son front et sur ses bras. Et si elles résultaient de la lutte qui a coûté la vie à Sophie? D'autant que le lendemain du crime, le journaliste a été vu de près par Shirley Foster, la voisine. Elle s'était trouvée nez à nez avec lui sur le petit chemin. Seulement voilà, là encore, son témoignage ne corrobore pas celui des policiers. Aviez-vous remarqué des traces de griffures sur son visage? Non, je n'ai pas remarqué. Non, je n'ai rien vu qui pourrait ressembler à ça. Jusque-là discrète, la compagne de Yann Bailey va finir par monter au créneau. Non, l'homme que l'on dit si violent, ce n'est pas le sien. « J'ai 3 filles, dit-elle aux journalistes qui viennent l'interviewer. Si c'était Yann l'assassin, vous croyez vraiment que je prendrais le risque de rester avec lui ?» Aux dernières nouvelles, le couple est d'ailleurs toujours ensemble, soudés comme au premier jour. Le journaliste a beau crier son innocence, il retourne en garde à vue en mars 1998. Mais faute de preuves, encore relâché. Tous les griefs contre lui sont tombés les uns après les autres. Et pour couronner le tout, le seul témoin à charge, Marie Farrell, la commerçante qui affirmait l'avoir vu sur le pont la nuit du drame, se rétracte en 2005.
Le meurtre a eu lieu il y a maintenant 9 ans et avec le temps, elle n'est plus aussi catégorique. Problème, persuadés dès le départ de tenir leur coupable idéal, les enquêteurs n'ont jamais étudié aucune autre piste. Qui est alors l'ombre au bloc de pierre? Pour la mère de Sophie, c'est le coup de grâce. Elle n'arrive pas à se faire à la perte prématurée et inexpliquée de sa fille. Et surtout, sans assassin, impossible de faire son deuil. Moi, je donnerais, je sais pas quoi, pour pouvoir un jour l'avoir un petit peu, puis la toucher un peu. Si je pouvais avoir quelques instants pour la prendre dans mes bras et pour lui dire que je l'aimais. Excusez-moi. Mais cette absence, on ne peut pas s'y faire. Moi, elle me suit partout quand même, mais je ne peux pas la toucher. Enfin, bon. Il faut prendre le temps un jour de dire qu'on s'aime beaucoup, ou même pas, d'être là et puis voilà, d'écouter. Mais ça, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait assez. Enfin. Soudé autour de Marguerite, le clan familial, des cousins, des neveux, fonde en 2007 une association pour la recherche de la vérité. Épaulés par leur avocat, ils ont pu, grâce à leur action, obtenir que la justice française se saisisse du dossier et demande l'extradition de Yann Bellé. Et précisément ce soir, ils font le point sur les dernières avancées. Pourquoi il y a tant de contradictions dans le discours de celui sur lequel porte le mandat d'arrêt? Il faut qu'il s'explique sur toutes ces contradictions. Et la seule façon de s'expliquer, c'est devant un juge d'instruction. On n'est pas dans une logique de chasse à l'homme, on n'est pas dans une logique de vengeance, mais on estime que là, on ne peut pas laisser passer, malgré le temps, malgré les 14 ans, même si c'est 20 ans, on ne peut pas laisser passer une chose pareille. Nous, la vérité, c'est ce qu'on cherche. De toute façon, si c'est pas lui, c'est un autre. Donc, on ira chercher l'autre. Ou des autres. Ou des autres. Parce que de toute façon, il y a un fait. Notre cousine a été assassinée il y a 14 ans. Ça, c'est vrai, c'est factuel. Voilà. Donc, tant qu'on ne sait pas la vérité, on continuera. Coup de théâtre, le 18 mars 2011. Après 14 ans de procédure, la Haute Cour de Dublin a donné son feu vert à l'extradition vers la France du suspect britannique. Une première dans l'histoire judiciaire irlandaise. Seulement voilà, Yann Bellé a aussitôt fait appel. C'est maintenant à la Cour suprême de décider si son action est recevable. En cas de refus, il serait alors extradé prochainement en France, mis en examen et interrogé par un juge d'instruction français. Peut-être ce jour-là, Georges et Marguerite Bougnol, les parents de Sophie, trouveront-ils enfin un peu d'apaisement.